Powell donc entre les griffes de Donald Trump. Jérôme Powell a publié une vidéo hier soir dans laquelle il confirme être convoqué par la justice américaine. Il risque une enquête pénale concernant les travaux de rénovation du siège de la Fed. Et il explique, Jérôme Powell, dans cette vidéo, qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour l'attaquer sur sa stratégie de politique monétaire. Un prétexte de plus de la part de l'administration actuelle, explique Jérôme Powell, très très offensif dans cette vidéo. Elle a été vue, on est à 55 millions de vues là désormais, 55 millions de vues, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, 3 millions de vues supplémentaires là pour cette vidéo qui cartonne. 3 millions de vues supplémentaires, c'est plus que la ville de Chicago. Ça va extrêmement vite. Claire Dissot est avec nous. Bonjour Claire. Responsable des études macro du groupe AXA. Cette fois donc, Jérôme Powell, à travers cette vidéo, en plus, il s'exprime publiquement, à voix haute, au micro, devant le logo de la Fed, quoi, pour répondre à Donald Trump. Ça ne s'agit pas juste d'un communiqué écrit. Cette fois donc, il choisit de répliquer de façon relativement offensive. Comment regardez-vous ce qui est en train de se jouer entre la Fed, Jérôme Powell et Donald Trump, cette convocation du département de la justice ? La réponse est inédite, mais la violence de l'attaque est aussi inédite. Et non seulement les institutions de politique monétaire comme la Fed sont attaquées par le pouvoir en place, mais aussi la justice aussi n'est plus véritablement indépendante. Donc ça n'est pas entièrement nouveau pour les marchés, puisqu'on a plusieurs agences d'État dont les chefs ont été limogés. Il y a eu beaucoup d'attaques aussi contre la Banque centrale, mais la violence de l'attaque est sans précédent. Et c'est pour cela que Powell met l'affaire dans le domaine public. C'est le meilleur moyen de préserver l'indépendance de la Banque centrale qui est attaquée. Oui, John Plassard nous disait tout à l'heure, là où ça risque d'être contre-productif, c'est que si le président de la Fed a un procès, il est possible que la fin de son mandat soit reportée. C'est-à-dire qu'il reste en place jusqu'à ce que le procès soit résolu. C'est-à-dire qu'il resterait en place peut-être au-delà de mai prochain. Jérôme Powell, si véritablement il finissait par avoir un procès. John Plassard nous en parlait tout à l'heure dans USA Today. Mais est-ce que vous sentez que la Fed sera plus prompte à résister à Donald Trump ou plutôt à lui obéir ? Alors, c'est de toute façon contre-productif car c'est un conseil monétaire qui décide de la politique. Donc il ne suffit pas de renvoyer potentiellement Trump, l'accuser d'un fait qui n'est pas commis. Et il n'y a pour l'instant pas beaucoup de postes à remplacer au sein du conseil monétaire par Powell, parce que tous les gouverneurs des banques régionales ont été renouvelés. Donc, ça n'est pas le bon moyen. On a un conseil qui votera de toute façon en fonction des objectifs qui sont attribués à la Fed. Pour les marchés, ça veut dire qu'il peut y avoir, après le départ de Powell prévu pour l'instant fin mai, il peut y avoir beaucoup plus de dissensions exprimées à l'intérieur de la Fed si le successeur est vraiment influencé par Trump. Mais plus de dissensions ne veut pas dire un chemin différent pour les taux de la Fed. Et d'autre part, comme l'impact sur les marchés, c'est une hausse des anticipations d'inflation, une hausse des taux longs et une baisse du dollar, Trump évidemment n'obtiendra pas ce qu'il veut. S'il veut un assouplissement des conditions financières et une reprise du marché immobilier, on risque au contraire d'avoir le marché obligataire qui anticipe une hausse des tensions inflationnistes. Claire, il y a un autre aspect de cet activisme de Donald Trump autour de la politique monétaire, de l'activité financière, etc. Il y a aussi cet énorme coup de pression autour des grandes banques américaines pour qu'elles baissent leur taux de carte de crédit. Alors on sait qu'on est bien au-delà des 20% désormais, qu'on est sur des plus hauts historiques. Il veut les réduire à 10%. Mais on a l'ensemble des banques qui disent attention, on va complètement faire exploser le marché à ce petit jeu-là. Oui, alors donc cet activisme, c'est vraiment un populisme économique qui se met en place avant les élections de mi-mandat, qui fait suite à d'autres mesures destinées à diminuer le coût de la vie. Donc là encore, ça n'est pas le moyen le plus efficace. Il aurait mieux fallu ne pas avoir de tarifs douaniers pour ne pas avoir de hausse de l'inflation. Et si on impose des réglementations donc pour limiter les taux sur le crédit, c'est en complète contradiction d'abord avec la politique de Trump de déréglementation. Ça fait baisser, comme on le voit aujourd'hui, les valeurs bancaires. Et surtout, ça peut diminuer le volume de crédit accordé. Donc peut-être que le coût sera inférieur pour les ménages, mais les entreprises qui délivrent ce seraient moins susceptibles de le délivrer et le volume de crédit peut baisser. Donc, bien sûr, ça n'est qu'une mesure très populiste et à court terme. Ce qui compte pour la consommation des ménages, c'est effectivement d'améliorer le bilan avec plus d'emplois
et une capacité de dépense et un pouvoir d'achat meilleur avec moins d'inflation. Et c'est vrai que les banques américaines, là, après cette pression de Donald Trump sur les acteurs des cartes de crédit pour qu'ils baissent leur taux de crédit, eh bien, les acteurs bancaires sont en forte baisse. Aujourd'hui, JP Morgan perd 2%. On a Citigroup en perte de 3,5%. Et puis American Express dans les cartes bancaires, donc, qui recule de 5% carrément aujourd'hui. Parce que les taux devaient être sans doute assez élevés aussi chez American Express. Bon, au moins 5 aujourd'hui American Express. Visa perd 2,5%. On a Mastercard aussi en repli d'1,5%. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Claire. Claire Dissot pour Groupe AXA à nos côtés. Wall Street est mitigé, tout proche de ses records, hein, malgré la politique très très activiste de Donald Trump. Effectivement, encore ce week-end, le S&P 500 perd à peine 0,1% à quelques petits points de son plus haut historique.